Merci de choisir la FM Télévision. Vous avez raison. Très ravi de vous retrouver dans le cadre de cette grande édition du journal. Débutant par cette nouvelle hors de nos frontières, le président du Kenya a pris officiellement ses fonctions ce mardi. William Ruto a prêté serment devant des milliers de Kenyans ainsi que ses homologues africains, parmi lesquels figure le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi, qui est arrivé en début de soirée hier lundi où il a eu un tête-à-tête avec William Ruto. Suivez les détails en images. Arrivé au Kenya pour prendre part à la cérémonie d'investiture de son homologue William Ruto, le président congolais Félix Tshisekedi a profité de l'occasion pour s'entretenir avec le nouveau président kényan. Visiblement, les deux chefs d'État ont manifesté la volonté de collaborer ensemble dans les processus de développement. Félix Tshisekedi et William Ruto ont eu un tête-à-tête de plusieurs minutes au cours duquel ils ont affiché une amitié très franche et ils ont évoqué les questions de développement de grande portée. Félix Tshisekedi a présenté ses félicitations à William Ruto avant de préciser que sa présence à Nairobi, c'est aussi pour assurer le maintien des meilleures relations qu'entretient actuellement son pays, la RDC et le Kenya. Rappelons que les relations entre le Kenya et la République démocratique du Congo sont au beau fixe depuis quelques années. Le Kenya fait partie de la force d'intervention qui va se déployer dans l'est de la RDC dans le cadre de l'implication des États de la communauté de l'Afrique de l'Est pour maintenir la paix dans l'est de la République démocratique du Congo. Après ce tête-à-tête, Félix Tshisekedi a pris part à la cérémonie d'investiture du nouveau président kényan. William Ruto a donc pris officiellement ses fonctions devant des milliers de Kenyans ainsi que 20 chefs d'État africains. Avant de se rendre à Nairobi, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, s'est présenté à l'ambassade de la Grande-Bretagne à Kinshasa pour mentionner ses mots de compassion dans les livres de condoléances à la suite du décès de la reine Elisabeth. Reportage. La présence de Félix Tshisekedi dans les locaux de l'ambassade de la Grande-Bretagne à Kinshasa témoigne la compassion et la solidarité des Congolais envers le peuple britannique éploré à la suite du décès de la reine Elisabeth. Sur place, le président de la République a été convié à signer le livre de condoléances dans une pièce aménagée dans les locaux de l'ambassade. Le président congolais a, au nom de son peuple ainsi qu'en son propre nom, rendu hommage à la souveraine quasi-interpol qu'aura été la reine Elisabeth. Félix Tshisekedi a salué son leadership rare ainsi que sa longévité toute exceptionnelle. Après cet exercice qui s'inscrit dans le contexte du deuil national décrété par le gouvernement britannique, le président de la République a eu des échanges de quelques minutes avec la chargée d'affaires britannique avant de quitter le lieu. Rappelons que la reine Elisabeth est décédée le 8 septembre dernier dans son château des Balmoral. Et c'est à l'âge de 96 ans que la reine mère a quitté la Grande-Bretagne. Son fils, le prince de Galles, l'a succédé au trône sous le nom de Charles IV. Ce dernier s'est exprimé à la nation britannique le week-end dernier pour sa première allocution télévisée comme souverain. Il s'est de signaler que la Grande-Bretagne est l'un des partenaires privilégiés de la République démocratique du Congo. Elle est plus que jamais déterminée à maintenir cet élan et à l'amplifier davantage sous le leadership du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi. La question de la relance de l'AMIBA sera bientôt effective, telle est la promesse faite par le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde dans un meeting populaire à Mbuji-Mayi. Le Premier ministre a promis de refaire cette entreprise de l'État. Suivez les détails de Joël Bisseba. Aussitôt arrivé en Mbuji-Mayi, Jean-Michel Sama Lukonde, devant plusieurs autorités provinciales, forces vives et membres de l'Union sacrée de la nation, a axé son message à la population sur la mission de son gouvernement qui tient à matérialiser le projet de développement à la base de 145 territoires de la RDC. En outre, il a lancé un message particulier à la jeunesse qui n'a cessé de réclamer sous des ovations de l'emploi. À cette occasion, le chef du gouvernement a promis de prendre en main la question de la relance de la minière des Bakwanga, tombée en faillite il y a plusieurs années. Notons que le Premier ministre n'était pas venu que pour palper la réalité de cette province, mais aussi et surtout rendre compte de l'état de l'avancement de différents projets en cours d'exécution dans cette partie de la RDC.
Et puis dossier 21 000 $ d'émoluments que toucheraient les députés nationaux. Il est possible de refonder l'État sans pour autant avoir l'institution Parlement dans ce pays. Voilà ce que pense le secrétaire général du mouvement des luttes pour le vrai changement. Augustin Vissimois affirme qu'il faut supprimer toutes les institutions budgétivores telles que les deux chambres du Parlement. Il est au micro d'Elvis Meti et Israël Kimassi. Ce qui est évident est que ces émoluments sont tellement colossaux et que notre population n'arrive pas sincèrement à se retrouver dans ce que notre pays regorge comme potentialité ou comme richesse. Bon, d'abord au niveau du MDVC, nous pensons que ce que nous prévoyons en termes de réformes des politiques publiques de l'État, il y aura de grands débats et nous pensons qu'il est possible en réalité d'avoir des lois sans qu'on ait des députés. C'est possible. Et nous sommes en train de réfléchir profondément là-dessus par rapport à des profondes réformes énormes pour aider la République. Parce qu'il faut faire une simple analyse. Quel est le rôle du député national? On nous dit qu'il est là pour voter les lois et contrôler le gouvernement, l'exécutif. Mais dans les fonds et dans les faits, lorsqu'on analyse comment les députés contrôlent-ils le gouvernement, nous avons eu à comprendre que les contrôles de l'IGF avaient beaucoup plus payé ou apporté plus à la République, plus que les contrôles parlementaires. Parce qu'il est impensable, il est même irréaliste que l'on dise que le député, par exemple, de l'UDPS, accepte de contrôler Nicolas Kazadi aux finances. Comment on réfléchit? Comment on pense que les députés, par exemple, de Julien Paluku, puissent contrôler Julien Paluku qui est ministre? On va parler sécurité. 3 mois déjà, Bunagana se trouve toujours sous l'autorité des insurgés du M23 soutenus par le Rwanda. Cet état de choses n'est pas de nature à plaire à la société civile de Rutshuru dans le Nord Kivu. Pour Justin Binserou, activiste de la société civile de Rutshuru, qui affirme que la situation est catastrophique, on assiste impuissant à cette occupation rebelle sur les territoires congolais. Il est au téléphone de Patrick Ngou. Les déplacés ont été, les réfugiés de l'Ouganda ont été refoulés de l'Ouganda. Ils sont en train de souffrir, ils ne sont pas à l'abri des intempéries. Les femmes enceintes sont, donc c'est catastrophique quoi. Il n'y a pas vraiment de, je n'ai pas vraiment de mots à exprimer ce que je ressens. Vous avez entendu, nous avons fait des déclarations. Même il y a la dernière en date, c'est celle signée par les coordinations territoriales du Nord Kivu qui demandait au chef de l'État de tout faire pour, n'est-ce pas, libérer les zones sous contrôle du M23. Il n'y a pas toujours de réaction du côté gouvernement. Vous avez entendu la société civile du territoire de Rutshuru qui a interpellé les commandants des opérations, les gouverneurs militaires pour des opérations de grande envergure pour libérer les zones. Aucune réaction n'a été faite. C'est une déception. Mais donc là, on assiste impuissant à l'occupation éternelle des rebelles. Mais exact. Tout à fait autre chose, Jean-Marc Kabound est malade. Voilà la raison qui a fait que l'opposant congolais ne puisse pas se présenter à la Cour de cassation hier lundi dans le cadre du début effectif de son procès. Cette haute juridiction a décidé de renvoyer l'affaire au 17 septembre prochain. Les détails dans ce commentaire de Patrick Ngou. Si Jean-Marc Kabound ne s'est pas rendu à la Cour de cassation, ses avocats, eux, y étaient. Ils ont brandi devant les juges les preuves médicales attestant les problèmes de santé qui touchent leurs clients. Ceci dit, le rendez-vous du 17 septembre prochain pourrait voir le procès démarrer effectivement avec l'ancien vice-président de l'Assemblée nationale au cas où sa santé irait pour les mieux. Sinon, la Cour de cassation pourrait se décider d'avancer avec ses avocats. Pour l'heure, l'ex-chef du parti présidentiel continue à aspirer l'oxygène de la maison carcérale de Makala pendant que l'ordonnance l'assignant à résidence surveillée continue son séjour dans les tiroirs de la plus haute juridiction d'ordre judiciaire, ce qu'avait dénoncé sa défense à l'audience du 5 septembre dernier. Le ministère public avait soutenu que l'opposant de Félix Tshisekedi héberge une milice dans sa résidence de Kingabwa pour justifier la non-exécution de cette ordonnance, d'où sa demande au ministère de l'Intérieur de mettre à leur disposition une autre résidence pour assigner le président national de l'Alliance pour le changement, devenu prisonnier depuis sa deuxième audition au parquet général près la Cour de cassation.
Le 18 juillet dernier, Jean-Marc Kabunda était très critique envers le pouvoir en place. Lors de sa conférence de presse, l'ancien président ad intérim de l'UDPS Tshisekedi qualifiait Félix Tshisekedi et son entourage des jouisseurs. Des propos qui lui ont valu ce feuilleton judiciaire où il est poursuivi pour offense envers le chef de l'État et les institutions du pays. Changeons de chapitre. Après une maladie qui a ravagé la culture de manioc l'année dernière, le territoire de Sandoa, dans la province du Lualaba, fait face à un nouveau drame. Il s'agit d'une maladie inconnue qui ravage les vaches. Cette inquiétude a été manifestée par le chef du territoire de Sandoa. Renseigne ce récit de Annie Akole. L'administrateur de Sandoa, Justin Kapumba, précise que plus de 2000 vaches sur les 3000 têtes qui comptent la plus grande ferme de la région ont été ravagées par cette pathologie qui demeure jusque-là inconnue avant d'affirmer que toutes les dispositions ont été prises par le gouvernement provincial pour décanter la situation. Les chefs de Sandoa soulignent cependant que les bovins qui sont contaminés en général. Il y a une équipe venue de Kolwezi qui a prélevé les échantillons pour amener cela au grand laboratoire vétérinaire qui se trouve à Lubumbashi, révèle-t-il ensuite. Il faut dire que les vaches ont été ravagées dans la grande ferme dénommée. Rappelons que l'année dernière, une autre maladie d'origine inconnue avait encore ravagé la culture du manioc dans le territoire des Kapanga, Sandoa et Dilolo. Et puis pénurie du carburant à Kinshasa, c'est le début de la fin du calvaire des Kinois, notamment avec l'arrivée le samedi dernier d'un bateau de 9000 tonnes métriques de carburant. Bien que la situation se stabilise sur les terrains, les pompistes de leur côté font preuve de la magouille en exigeant quelques billets de banque de plus pour servir leurs clients. On écoute ce témoignage recueilli par Richard Kabea et Enoch Mafuka. Problème, il y a carburant, vraiment ils allaient qui passent, mais et sans saison normale, les hommes ont et puis, mais là, ça a biso pas César, les camouya ba pompiste, ba pompiste, bazo zobnet biso bato ya moto na valeur te. Au côté c'est bon, au somba carburant, mais na place il y a 10 litres à 5000 francs. Si au tout na mbongo wana ya ba 5000 bazo zwa wana ezo kende wapi. Nga lelo na tongo ba bengana na station moko pona zaki na 2000 francs te. J'avais que 12 500 na aluka 5 litres à carburant, au pesa 2000 francs. Na zaki na 1500, ba bengana na kati ya station. Pourquoi pour pas privilégier ba tu ya ba bidon? Muto ko ya na bidon a pesi 10 $10. Pour yebi ka kozonga e koteka litre wana 7000 8000 à cause de bénéfice triple. Mais nous autres hommes et ma population, er to ko matisa prix population bazo boya. Ba aluka to ça le trajet normal. Mais pour le le trajet normal, au moins carburant pe ezala normal. Gouvernement vraiment au fongola misu pour na eloko boto na mbongo neza mbongo nini. Toko motama na système au zubido, au tiena ciment, au ye, au fini bango 3000, ba tieli au moins 5 litres. So ye na ba 25 litres no tia carburant bango ba okata ndenge mutema na bango elingi boye vraiment totambola bien te. Rappelons que cette situation sur la rareté du carburant va redevenir normale d'ici ce vendredi, a affirmé le ministre des Hydrocarbures. Et dans un autre registre, la guerre en Ukraine semble changer de tournure. Le président ukrainien a annoncé la reconquête de plusieurs villes dans l'est du pays. Suivez les détails avec Monika Makaba. Le maire de Kharkiv, deuxième ville du pays, a dénoncé une ville vengeance de l'agresseur russe pour les succès de notre armée sur le front. Le gouverneur de la région de Dnipro-Petrosvek a également assuré que les forces russes avaient frappé les infrastructures énergétiques en représailles à leur défaite sur le champ de bataille. Le président français Emmanuel Macron a affirmé dimanche à son homologue Vladimir Poutine que l'occupation russe était la cause des risques pesant sur les centrales nucléaires en Ukraine de Zaporizhzhia. Il lui a demandé d'en retirer les armes lourdes et légères selon un compte-rendu rédigé par l'Élysée. Selon la version rapportée par le Kremlin, le président russe a mis en garde le président français Emmanuel Macron sur la situation de Zaporizhzhia. Il a dénoncé des attaques régulières ukrainiennes contre les sites de la centrale de Zaporizhzhia, y compris les dépôts de déchets réductifs, ce qui pourrait aboutir à des conséquences catastrophiques. L'Ukraine a annoncé dimanche la mise à l'arrêt du 6e et dernier réacteur en fonctionnement de la centrale nucléaire de Zaporizhzhia. Après avoir repris la ville de Kupiansk dans l'est de l'Ukraine, Kiev affirme être en train de reconquérir des villes et des villages autour de la ville stratégique d'Izium. Mesdames et messieurs, ainsi prend fin cette grande édition du journal. Merci de nous avoir suivis. Restez branchés sur la FM Télévision. Excellente suite de programme.